La liaison est toute trouvée entre Donald Trump, les US et le cyber dans la géopolitique. Alors, c'est un sujet qu'on traite maintenant tous les ans, inclusif depuis 5 ans, je pense, de façon assez régulière. Et on voit beaucoup d'évolutions. Alors, on a vu le cyber débarquer, on va dire, en 2017 avec l'Estonie ou en 2010 avec Stuxnet et le nucléaire et l'Iran. Ce qui est important, c'est qu'en 2019, on commence à découvrir le dessous des cartes sur des affaires qui sont bien plus anciennes. Et on sait que le cyber est maintenant bien présent dans les tensions inter-États, les opérations de propagande, on a parlé des élections, voilà, mais ça va aussi jusqu'au conflit direct. Et en 2019, le cyber semble devenu une arme d'usage, enfin une arme classique d'usage, et plus ce qu'on appelle une arme de dissuasion comme le nucléaire, et comme on a pu comparer cyber et nucléaire il y a encore quelques années. Alors les dessous de Stuxnet, en 2019, on a appris beaucoup de choses. Donc c'est le programme Olympic Games, donc 5 anneaux olympiques. On savait depuis pas mal de temps qu'il y a un premier anneau qui était les US, un deuxième qui était Israël. Là, on a eu des renseignements plus précis sur potentiellement 3 autres anneaux, qui seraient l'Allemagne, la France et la Hollande. Alors l'Allemagne, parce que c'est du Siemens qui est ciblé derrière. La France, vraisemblablement pour de l'échange d'informations qualifiées. Alors on hésite si c'est France ou UK sur le quatrième. Et puis le cinquième, la Hollande. La Hollande a eu un rôle très important puisque on a découvert en 2019 que le virus a été mis en place par une clé USB par une taupe iranienne qui a été retournée par l'agence de renseignement hollandaise. Et les Hollandais sont très concernés par ce sujet puisqu'en fait, le dessous des cartes ici, c'est que le design des centrifugeuses iraniennes est inspiré d'un modèle qui a été développé par les Hollandais, aspiré ou pas, par les Hollandais dans les années 70, qui leur a été volé par, a priori, un Pakistanais, qui l'a revendu ensuite en Iran et en Libye. Donc les services hollandais étaient aux premières loges pour suivre et pour infiltrer ce réseau et maîtriser cet aspect. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, en même temps, on sait maintenant aussi qu'ils ne sont pas complètement des manchots sur ce sujet, puisque je rappelle qu'ils étaient aussi à l'origine de prévenir les États-Unis lorsqu'il y avait eu le piratage du site du Parti démocratique, le DNC, et ils ont espionné ce qu'on estime être les Russes pendant qu'ils étaient en train d'opérer. Donc ils sont vraiment très intéressant dans cette histoire de Stuxnet. Alors il y a un autre sujet sur lequel on a aussi un peu dessous des cartes en 2019. Donc Dark Universe, c'est lié à la fuite Shadow Broker d'il y a quelques années, qui a priori concerne des outils d'attaque de la NSA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la documentation en 2019 sur une de ces APT qui serait restée cachée pendant 8 ans, puisque je rappelle, c'est un framework a priori de 44 APT disponibles qui sont recherchés sur le poste compromis lorsque la dernière version essaie de s'installer. Donc on a des exemples maintenant de scripts qui sont connus et on a trouvé des échantillons qui match, qui fit sur ces scans. Donc en 2019, on a eu des détails sur la 27e APT de ce framework d'attaque. Alors c'est intéressant parce qu'on connaît donc mieux maintenant les vecteurs d'infection, le mode d'exfiltration de données de communication et puis les cibles. Ça a commencé par du spear phishing, donc du mail. Chaque victime recevait un courrier spécifique. Donc là, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Les données étaient exfiltrées sur un compte cloud spécifique aussi, mydrive.ch. CH, c'est en Suisse, je pense. Oui. C'est pas en Chine, non. Et pour chacune des victimes, l'attaquant, l'opérateur, créait un nouvel compte, un compte spécifique, et pouvait ensuite maîtriser par des modules complémentaires sa gestion avec une configuration de fichiers, etc. etc. Alors, une spécificité avec beaucoup de réserves d'usage sur 2019, c'est on a créé un peu ce mot, le bomb back. On avait déjà le cas en 2015, je crois, je vérifie dans mes notes, si je retrouve mes notes. En 2015, oui, Abu Hassan al-Britani, donc un Anglais qui était parti faire le djihad, un hacker britannique qui s'est retrouvé bombardé de façon ciblée par la coalition. Et il s'est avéré après coup
qu'il était responsable d'une bonne partie de la propagande cyber de Daesh. Mais a priori, il n'a pas été ciblé pour ça. Par contre, on a eu une opération de communication qui a été organisée en 2019 par les forces armées israéliennes, qui donc ont, sans qu'on sache le dessous des cartes, mais ont clamé avoir été victime d'une attaque cyber du Hamas et d'avoir réagi. Donc il le joue un petit peu geek, puisque c'est hamascyberhq.exe has been removed. Et ce qui se passe, c'est que ce bâtiment identifié a été ensuite... Attendez, j'ai un problème d'anime. Voilà, a été ensuite suivi par un drone de terrain pendant le bombardement. Donc beaucoup de mise en scène, hein, beaucoup d'images là sur ce sujet, beaucoup de techno. Et puis le résultat, c'est effectivement un bombardement très ciblé sur un bâtiment qui est présenté comme le headquarter cyber, enfin le feu headquarter cyber du Hamas. Donc peut-être une première en 2019, c'est-à-dire un retour direct dans le monde physique sur une attaque cyber en cours. En tout cas, une grosse opération de communication d'Israël sur le sujet qui mêle cyber et offensif traditionnel. Alors, une escalade classique entre les US et l'Iran. Rappel des faits sur plusieurs années, mais ce qui est important, c'est de voir qu'en 2019, d'après les sources ouvertes que nous avons, il y a effectivement eu une augmentation du niveau d'usage du cyber de la part des US contre l'Iran, notamment contre les bases de missiles iraniens. Ça s'est continué en tout début d'année 2020 par une réponse iranienne cyber avec un défacement d'un site fédéral. Et puis, c'est tout nouveau dans l'actualité. Il y a une annonce du gouvernement iranien que peut-être ce tir de 2 missiles par erreur sur l'avion ukrainien au décollage proviendrait soit des résultats du piratage des US sur ce même système, donc il l'aurait peut-être rendu défaillant, voire l'aurait commandé à distance. Donc là, on en parlera en janvier 2021, quand on aura un peu plus d'informations là-dessus. Et puis l'Iran est mature en termes de cyber, donc ils ont aussi des taupes qui font du doxing et qui lâchent les informations avec un compte sur Telegram qui a diffusé une bonne partie des outils de l'équipe iranienne APT34, donc un shadow broker à la mode iranienne. La Chine, cette année, on ne va pas en parler beaucoup. On va en parler un petit peu sur une opération d'espionnage politique extérieur. Donc le gouvernement chinois essaie de déterminer le contenu des communications d'opposants à l'étranger en piratant des opérateurs télécoms. Alors on hésite entre 4 et 20 opérateurs télécoms qui auraient été ciblés, mais ils sont vraiment bien piratés puisqu'il y a l'installation d'un agent sur, on va dire, sur les routeurs de l'opérateur qui récupère les données et les exfiltre en Chine. La Chine, c'est bien plus connu pour le contrôle intérieur. C'est un dispositif et un mode opératoire qu'on voit mis en place dans beaucoup de pays. Au Cachemire, les journalistes ont été censurés, pas d'Internet pendant 100 jours. Enfin, ça continue. La même chose en Afrique, au Congo ou au Zimbabwe. Ça devient vraiment un outil de contrôle intérieur entre censure et souveraineté nationale. On a maintenant des chiffres de shutdown Internet qui étaient jusqu'à maintenant assez rares, qui sont de plus en plus fréquents. Et là, on voit bien la courbe du nombre de coupures en hausse. Alors, la Russie avait prévu de passer en avril 2019 une loi pour la souveraineté numérique. Elle n'a été passée qu'en décembre et se retrouve... On a vu là les routages BGP qui ont été bien manipulés. Donc l'objectif était d'avoir un Internet souverain qui ne soit pas susceptible d'être attaqué par l'extérieur. Mais en fait, on est plutôt sur une déconnexion de l'Internet pour du contrôle intérieur. En Russie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des histoires très compliquées. Donc là, il y a un cas qui tourne depuis à peu près 10 ans, qui se solde par aujourd'hui la condamnation à 22 ans et 14 ans de prison d'un colonel du FSB et d'un directeur des labs de Kaspersky. La situation n'est vraiment pas très claire, mais en gros, il y a un moment donné, ils ont collaboré avec les US, transmis des informations sur la cybercriminalité russe ou sur l'élite politique russe. Résultat des courses, ils sont condamnés pour haute trahison et il n'y a plus de coopération cyber entre les États-Unis et la Russie.
Et puis, signe de maturité, peut-être comme l'Iran qui a des doxeurs, il y a aussi des trolls qui présentent le président Poutine devant un bureau très officiel, sûrement un centre de commandement, avec une machine qui tourne sur Windows XP. Donc on peut se poser des questions. Alors tout ça, je rappelle que l'Occlusif est signataire de l'appel de Paris. Un an après, cet appel de Paris continue à se développer, 73 pays, toujours les 9 principes généraux de, quelque part, respecter les principes, les élections et pas utiliser fondamentalement le cyber dans les conflits. Ceci dit, la France n'est pas en reste. On a annoncé avoir une nouvelle doctrine avec Madame la Ministre qui explique que la guerre cyber a commencé. Donc, on investit sur le sujet, on a des cybercombattants et on a effectivement des gros budgets qui sont dédiés à ça, avec un objectif d'atteindre 3 grands effets sur le plan opérationnel. Le renseignement par l'extraction et le recueil d'informations, la tromperie de l'adversaire en permettant la modification des capacités d'analyse de l'ennemi, et puis la neutralisation en permettant la réduction, voire la destruction des capacités cyber et militaires adverses. On a aussi un ComCyber qui vient d'exprimer sa doctrine, sa position. Alors, c'est compliqué. Le CHU de Rouen, dont on a parlé tout à l'heure, cette attaque a nécessité beaucoup de moyens de la part de l'ANSSI, puisqu'il y a eu des informations tweetées par l'ANSSI qui disent qu'il y a 50 agents qui sont intervenus sur le sujet. On a en même temps une loi qui dit qu'on est susceptible de mettre fin à l'attaque. Donc ça peut être repris par des médias, donc ça c'est Bloomberg je crois, avec des titres qui sont un peu, avec des mots forts et qui ne sont pas forcément adaptés. Donc c'est compliqué d'utiliser les bons mots sur le sujet. Et puis, je conclurai là-dessus. 2017, on avait fait un gros sujet sur les Macron Leaks. Il y a un rapport qui est passé assez inaperçu, mais dans le contenu est absolument fabuleux en termes de précision et de contenu, qui a été publié par l'IRSEM, donc un institut de recherche français, mais dont la publicité a beaucoup été faite par l'Atlantic Council, donc plutôt les US. Ce qui est intéressant, c'est que là, on progresse vers l'attribution politique définitive vers la Russie, mais ce document sorti en juin n'a pas eu d'écho. Par contre, une conférence à Washington en novembre, je crois, avec un gros sponsoring de Google et de FireEye, qui pointe encore du doigt les Russes sur ce sujet-là, amène une première page du Monde avec un titre éloquent, « Les preuves de l'ingérence russe dans la campagne de Macron en 2017 ». Quand on regarde le dessous des cartes, les preuves ne sont pas forcément plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans. Donc beaucoup de prudence sur ces sujets géopolitiques et cyber, c'est toujours très compliqué. Alors, on aurait toujours aimé parler sur nos sujets beaucoup plus longtemps. Il y a des sujets qu'on n'a pas du tout abordés. Je vais laisser la main à Marine pour vous en dresser un tableau rapide.